Bienvenue à Tout le monde en parlait, ici Solveig Miller. 1994, des dizaines de membres de l'Ordre du Temple solaire trouvent la mort dans des événements tragiques. Les dirigeants avaient amassé une petite fortune, mais à quelle fin? Les policiers, eux, grâce à une ancienne adepte, réussiront à décoder les indices sur les scènes de crime, comme nous le racontent Richard Fortin et Jean-Claude Leflotte. C'était des manipulateurs de grande classe. À leur profit, quand ils n'ont plus été capables de le faire, se sont enlevés la vie, mais en emportant tout ce monde-là avec eux. Quand l'inspecteur Jacques Saint-Pierre pénètre dans le chalet incendié de Morin Heights, il y trouve 2 cadavres. Apparemment 2 suicides. L'OTS, de toute évidence, est impliqué. Mais comment? Et pourquoi? Le 4 octobre, dans le courant de l'avant-midi, on a appris que les chalets appartenaient à des membres de l'Ordre du Temple solaire et que c'est là qu'on a appris que Luc Jouret était un des propriétaires, Jody Mambro, Dominique Bellaton, c'était tous des propriétaires de ces parties de chalets-là ou de chalets. Le chalet de Morin Heights est une véritable énigme. On se dirige sur les lieux. Quand on arrive sur place, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a des systèmes de mise à feu qui ont été installés dans différents endroits de cet édifice-là. Entre autres, on retrouve des sacs de vidange verts remplis de diesel, d'essence, avec du linge qui peuvent servir de mèche. On a des systèmes de mise à feu qui sont composés à partir d'éléments de calorifères de plainte électrique avec des récipients d'aluminium contenant de l'essence et du diesel. Il y a des allumettes qui sont enroulées alentour de ces éléments-là pour faire partir le système. On réalise que le système de mise à feu, les heures qui sont inscrites dessus, c'est 5 heures le matin que ça doit allumer. Pendant ce temps, le journaliste Pierre Tourangeau essaie d'y voir clair dans les étranges transactions entre les propriétaires du chalet de Morin Heights, Luc Jouret et Jody Mambro. L'affaire semble énorme. On savait que du Mambro et Jouret menaient un grand train de vie. On savait que, ne serait-ce qu'à Piémont, il y avait trois résidences, il y en avait 2 autres à Saint-Sauveur, il y en avait une couple aussi à Morin Heights. Beaucoup d'immobilier qui changeait de main constamment. On sait aussi, moi je l'ai investigué et je l'ai su à l'époque, il y avait 2 comptes de banque importants à Ottawa. On parle de centaines de milliers de dollars, voire de millions de dollars. Il y avait des comptes en Suisse, il y avait des comptes en Australie. Plus l'inspecteur Saint-Pierre progresse dans ses recherches, plus la scène du crime lui semble incompréhensible. Sur un événement, le premier témoin qui nous parle, c'est toujours la scène de crime. Et dans ce cas-là, c'était complètement aberrant. On n'y comprenait absolument rien. Luc Jouret et Jody Mambro ont brouillé toutes les pistes. C'est une histoire que j'avais suivie, j'avais presque mis au monde avec d'autres en ce qui concerne Hydro-Québec. Et donc, j'avais contribué à faire connaître cette secte-là ici au Québec. Et puis voilà que ça se transforme vraiment en un récit d'horreur. Plus ça avançait, plus on découvrait aussi, par exemple, les testaments ou les lettres qui avaient été envoyées aux médias où on blâmait directement les journalistes québécois pour avoir déclenché une espèce de persécution contre la secte et qui nous rendait un peu responsables de ce qui s'était produit. C'était assez hallucinant. Personne qui faisait partie de l'Ordre du Temple solaire, qui est venue nous rencontrer, qui nous a fait part qu'elle cherchait un couple avec un enfant qui était disparu. Cette personne-là a continué pendant une période de 2 mois à m'expliquer, à m'enseigner le fonctionnement de l'Ordre du Temple solaire. C'est ce qui a permis de pouvoir élucider à un certain moment donné cette scène de crime-là puis comprendre c'est quoi qui s'était produit. J'avais l'impression de me retrouver là-dedans. C'est-à-dire un grand complot qu'on décompose morceau par morceau pendant des semaines, des années, pour se rendre compte à la fin que finalement tout ça c'est du vent. Je savais plus. Je savais plus du tout.
Non, c'était pas du vent. C'était des gens, c'était des êtres humains, c'était des manipulateurs de grande classe. On manipulait des gens à leur profit. Quand ils n'ont plus été capables de le faire, se sont enlevés la vie, mais en emportant tout ce monde-là avec eux. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'ils ont été eux-mêmes manipulés par plus grand et plus fort qu'eux? Ça reste à établir, mais c'est possible. À Morin Heights, Jacques Saint-Pierre fait une découverte capitale. On a procédé à une inspection beaucoup plus approfondie du secteur environnant, des autres bâtiments. Et c'est là qu'on a découvert des gouttelettes, des fines gouttelettes de sang qui avaient été comme nettoyées. Les policiers ont trouvé à l'intérieur du domicile, ici, des traces de sang qui avaient été lavées. On a procédé à un autre examen au luminol. Puis là, on a découvert des quantités assez astronomiques de sang qui avaient été répandues un peu partout. Et là, on a procédé à une fouille systématique des lieux passés au peigne fin. On s'imagine assez mal pourquoi que si les Dutoit ont été tués, qu'on ait pris le soin de laver tout l'intérieur de la maison pour ensuite y mettre le feu quelques jours plus tard. On a fini par trouver une petite porte qui amenait sur un réduit. Et lorsqu'on a ouvert cette porte-là, on a découvert le corps des victimes de Tony Dutoit, Niki Dutoit et Emmanuel Dutoit. Si on parle dans le cas de Tony Dutoit, je vous dirais qu'il a été frappé à coups de bâton de baseball. Et pour terminer, il a été poignardé une 50aine de reprises. Niki n'a pas été frappée, mais elle a été poignardée à plusieurs reprises. De mémoire, je crois, c'est 14 coups de couteau. Et finalement, Emmanuel Dutoit a été poignardé. Mais comme il était considéré comme l'antéchrist au niveau de l'ordre du Temple solaire, il fallait que ça soit fait avec un pieu ou de 666 coups de couteau. Et comme 666 coups de couteau sur un petit corps comme celui-là, c'est pas évident, ils l'ont poignardé à plusieurs reprises et ils ont placé un pieu sur son abdomen pour laisser croire qu'il avait été tué à l'aide d'un pieu. « 23 victimes à Chéry, 25 à Salvan, en Suisse, dont Luc Jouret et Jody Mambro. Certains adeptes ont choisi la mort avec plusieurs balles dans la tête. D'autres ne l'ont pas choisi. 8 Québécois, dont plusieurs assassinés, avaient déjà réservé leur place dans l'avion du retour sur Montréal. Entre autres, Robert Falardeau, grand maître de l'OTS au Québec. Il menace les intérêts de Di Mambro. Arnaud Béda est l'auteur du livre « L'ordre du Temple solaire ». Falardeau, c'était un pur, c'était un intègre. C'était un fou d'ésotérisme. Et c'était un pur dans un monde de brutes. Alors il s'est rendu compte, les magouilles financières, il s'est rendu compte que beaucoup de choses n'allaient pas dans l'ordre. Et résultat, on l'a écarté. On sait de manière absolument sûre et certaine que Robert Falardeau ne voulait pas du tout transiter sur Sirius et ne voulait pas du tout aller à la mort. Mais Chéry, en Suisse, c'est les traîtres. On exécute les traîtres. Et Salvan, c'est les adeptes qui transitent librement. Après la pause, en Suisse, une enquête bâclée choque les policiers québécois. Un juge ordonne même que la scène de crime soit incendiée devant les caméras de télévision. Pour Jacques Saint-Pierre, il ne fait aucun doute que la plupart des victimes ont été assassinées. Je vous dirais qu'il y a au moins un tiers que c'est des suicides et 2 tiers que c'est des meurtres. C'est évident qu'il y a des gens comme Robert Falardeau, Monsieur le maire Ostigui avec sa conjointe, c'était des gens qui ne voulaient pas mourir, qui ont été abattus. Albert Jacobino, c'était une personne qui a été abattue. Vous prenez un individu comme Jean-Pierre Vinet, c'est évident qu'il était d'accord à suivre le transit. Pauline Lemonde, la même chose.
Vous aviez des personnes qui étaient prêtes à suivre le transit, mais il y en avait d'autres. Puis je vous dirais, la majorité n'était pas prête à faire partie de ce transit-là. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont cherché des armes pour pouvoir abattre ces personnes-là. Ils les ont drogués, ils les ont abattus. Ils ont établi des scénarios très, très précis. La façon de placer les corps avait une signification pour eux autres. Des articles ésotériques aux tentures et aux tapis encore imprégnés de sang, tout devait aller à la casse et au feu, comme pour ne laisser aucune trace. Curieusement, le jeune juge qui instruit l'affaire dans la région de Chéry, en Suisse, ordonne qu'on brûle ce qui reste du chalet, faisant disparaître les preuves. La police et la presse n'en reviennent pas. Histoire, 2 jours après les événements, d'incendier la place complètement pour éviter d'en faire un sanctuaire. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Quand on pense que nous, on avait 5 victimes et on a gardé notre scène de crime pendant 8 jours de temps pour la passer au peigne fin pour pouvoir déterminer tout ce qui s'était produit. C'était le juge Pilaire qui n'était pas facile d'approche. J'ai l'impression qu'il a voulu tout contrôler. Il voulait contrôler les médias, il voulait contrôler tout le monde. Arnaud Béda, qui connaît la région, est plus circonspect. Je sais que les policiers québécois ont été très choqués qu'on brûle aussi vite une scène du crime, alors qu'en principe, ici au Québec, ça reste pendant le temps qu'il faut que tout soit bien prélevé. Il y a peut-être un côté philosophique impalpable, improuvable, mais qui a son poids dans le fait qu'on ait brûlé toute cette chapelle de Chéry, devant les caméras de télévision d'ailleurs. De toute façon, l'enquête en Suisse donne l'impression d'avoir été bâclée. Normalement, une enquête, tu ouvres la gratte et tu grattes très, très large pour arriver et déterminer ce qui s'est produit. Dans le cas présent, ils n'ont jamais vraiment travaillé pour arriver à des conclusions finales là, qui ont du sens. Malgré les événements, il demeure encore plusieurs membres au sein de l'Ordre du Temple solaire. Effectivement, on a rencontré toutes les personnes qui étaient disponibles, on les a rencontrées. Ici au Canada, on est allé en Ontario, on est allé à différents endroits. J'en ai des policiers québécois qui ont rencontré des membres en Europe aussi, en Suisse. Mais vous avez eu des doutes? Thierry Huguenin, un ex-adepte de l'OTS qui a échappé à la tuerie de Chéry, avertit la police. Il y a des gens qui croient que ce que Dimambro a fait est juste et qui se regroupent un peu. Alors, je sais que la police en Suisse a très peur, malgré tout, qu'il y ait des gens qui aient envie de recommencer. Ils attendent même des signes de Dimambro de l'au-delà. Et ils sont prêts à peut-être manifester, à un moment donné ou à un autre, ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière, sur leur propre personne, en espérant qu'ils n'entraînent pas d'autres personnes, bien entendu. Thierry Huguenin avait prévenu la police de l'imminence d'un nouveau massacre parce qu'il était tombé sur un courrier de Christiane Bonnet, une des futures victimes, qui était un peu la meneuse de l'histoire du Vercors. Il était allé voir les policiers avec cette lettre. On ne l'a pas écouté. On aurait pu le prévenir, bien sûr. Le 23 décembre 1995, nouveau drame dans la région française du Vercors, près de la frontière suisse. Si on leur dit que, par exemple, qu'un médium va leur dire « Voilà, je suis en communication avec Dimambro et Luc Jouret, ils nous attendent, ils nous ont préparé une place là-haut, etc. » La manipulation est tellement forte qu'ils iront, ils se suicideront, ou ça ne m'étonne pas du tout. La police découvre 16 corps, carbonisés, disposés en étoiles, dont ceux de 3 enfants. 22 mars 1997, les pompiers de Saint-Casimir de Portneuf au Québec reçoivent un appel à 18h50. Une maison située un peu en dehors du village est la proie des flammes. 2 ans plus tard se joue le dernier acte de la tragédie de l'Ordre du Temple solaire, à Saint-Casimir au Québec. Cette fois-ci, il s'agit d'un suicide collectif. Mais les enfants sont épargnés. Ils ont fait part à leurs parents qu'ils ne voulaient pas faire partie de ce voyage. Et suite à différentes discussions, bien samedi, les parents ont acquiescé à la demande des enfants, soit de leur laisser le choix. Et le choix des enfants était qu'ils ne voulaient pas participer.
Ils sont 5 morts. Le policier Saint-Pierre a bien tenté de les convaincre de ne pas se suicider. C'est des gens qu'on a rencontrés et on leur a dit, écoutez, on ne peut pas vous surveiller 24 heures par jour pour vous empêcher de vous suicider. C'est bien évident, c'est impossible. La seule chose que moi, je leur ai demandé, je leur ai dit de grâce, essayez de ne pas amener les enfants avec vous autres. Et malgré tout ça, malgré les demandes que j'ai répétées, ils ont quand même décidé, en 96, je crois, à Saint-Casimir, de procéder puis de se donner la mort. Les victimes de Saint-Casimir seront les derniers cadavres que Jody Mambro et Luc Jouret laisseront derrière eux. Après la pause, les doutes et les remords des survivants de ce naufrage collectif. Comment faire la paix avec sa conscience après une telle hécatombe? Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici, radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. Jody Mambro, c'est un petit bijoutier qui habitait dans le midi de la France, qui avait un fort accent du midi, d'ailleurs, un gros accent méridional. Et puis, comme Victor Hugo, un beau jour, il fait tourner les tables. Il fait des séances de spiritisme et c'est le début de toute son aventure ésotérique qui va le mener au plus tragique. Jody Mambro, qui était manipulateur hors pair, qui manipulait tout son monde. Tabachnik, qui manipulait Luc Jouret, manipulait Falardeau. Quand il perdait un petit peu de pouvoir vis-à-vis d'une personne, il s'abordait, puis il changeait ça. Fait que là, dans le cas présent, il a décidé qu'il s'abordait lors du Temple solaire au Québec, puis que ça deviendrait un nouveau mouvement. Di Mambro, c'est un vrai mystère parce que, dans le fond, c'est quoi? C'est un petit voyageur de commerce. Il a rien de séduisant, mais on ne sait par quelle alchimie il réussit à séduire toutes sortes de personnes autour de lui, à les amener dans son groupe ésotérique et à les séduire. Luc Jouret est le publiciste de l'OTS. Il fait le tour du monde pour donner des conférences Nouvel Âge et surtout pour recruter des membres. Luc Jouret est une vedette. Il a ses fans. Il est aimé, alors que Di Mambro est respecté mais craint. Luc Jouret finit par en payer le prix. Je pense que Jouret a été manipulé, puis après, il est tombé dans la paranoïa, là. C'est ça qui est arrivé. C'est clair que tu peux pas rester dans un mouvement initiatique non plus à l'infini. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la chicane prend. Je peux pas expliquer ça. Pourquoi Jody Mambro a-t-il sabordé une organisation qui lui rapportait tant? Peut-être tout simplement parce qu'il sentait sa propre mort très proche. La maladie que Jody Mambro avait, c'était évident qu'il ne restait plus un nombre d'années. Il ne voulait pas laisser le pouvoir à Jouret, il ne voulait pas laisser le pouvoir à Tabachnik. Et la personne qui devait prendre sa place, c'était une fille, c'était Emmanuel Di Mambro. Parce qu'il avait prévu qu'il viendrait un enfant, que ce serait son remplaçant. Élie, qui était un de ses garçons, n'avait pas du tout les mêmes optiques que lui, puis il voulait rien savoir, c'était un dépensier. Et Emmanuel était trop jeune pour prendre le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il a décidé de s'aborder son ordre au complet. Après tous ces morts, 74 au total, il demeure malgré tout des membres de l'Ordre du Temple solaire. Plusieurs parmi eux ont envié les morts, car pour eux, survivre à l'OTS était presque aussi pénible que la mort. Dans mon cas, ça a pris 9 à 10 ans avant que je puisse dire « Ah bon », mettre l'expérience de côté et pouvoir en parler. Comme étant une expérience faisant partie de moi, qui laisse plus de culpabilité et qui ne laisse plus d'impuissance ou... Mais ça, c'est ce que j'appelle d'avoir compris pour moi, pour ma transformation personnelle. Parce que là, c'est comme de descendre dans l'ombre de l'expérience.
Et si quelqu'un ne tient pas la flashlight, tu vas y rester. L'expérience des ex-adeptes, effectivement, a été douloureuse. Ils ont appris à la dure qu'il existe des mouvements qui, sous le couvert d'un cheminement spirituel, peuvent les manipuler. Ils peuvent même, jusqu'à certains points, avoir des plans qui sont tout à fait autres que ceux annoncés. La secte meurtrière aura exploité, manipulé, assassiné des hommes et des femmes qui ont eu la naïveté de penser que les croyances de l'ETS pouvaient donner un sens à leur vie.